Bonjour Ronan Vaspart. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur du MIPIM, le plus grand salon immobilier en France. Enfin, le plus grand salon. C'était le plus grand lorsqu'il se déroulait tous les ans à Cannes. À peu près 28-30 000 personnes venaient vous voir. Et ce salon maintenant a été relocalisé, si j'ose dire, à Paris. Il se déroule depuis lundi avec une grosse journée aujourd'hui, mercredi, à la scène musicale. Combien de personnes attendues ? Entre 1500 et 2000 personnes aujourd'hui. Donc beaucoup moins. Beaucoup moins, effectivement. En même temps, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je veux dire, pour un salon, avoir X fois moins, 10 fois moins, 15 fois moins de visiteurs. C'est évidemment pas la solution optimale, mais pour revenir un peu sur cette histoire, c'est vrai que quand avec la crise du Covid, on a été contraint d'annuler le MIPIM au mois de mars, puis ensuite au mois de juin. On savait que la prochaine édition du MIPIM à 28-30 000 personnes aurait lieu en 2021. Mais il nous semblait nécessaire et important, et puis beaucoup de nos partenaires et de nos clients nous disaient, vous MIPIM, votre mission quelque part, c'est de nous réunir. Le digital a ses vertus, mais le présentiel est vraiment nécessaire. Donc, les échanges. Exactement. Donc dès que cela est possible, trouvez une solution pour vous retrouver, pour nous retrouver. Alors je le disais, c'est commencé depuis 3 jours maintenant. Absolument, lundi matin. Quel est le climat ? Le climat est très bon. Je dois avouer, très bon d'un point de vue déjà contexte sanitaire. Les gens viennent dans un salon en présentiel de manière assez détendue, même si on respecte toutes les mesures sanitaires nécessaires. D'un point de vue business, alors on a eu 2 jours hier et avant-hier autour de l'innovation dans l'immobilier. Et quelque part, le climat est assez positif puisque cette crise a peut-être permis aussi à cette transformation digitale et à l'intégration de la dimension de l'écologie, du changement climatique, d'être encore plus important que ce qu'il n'était auparavant. Le bâtiment, dit-on, a retrouvé à peu près son niveau d'activité antérieur à la crise. Tout va bien ? Alors, tout va bien. L'immobilier fonctionne sur un temps long, comme vous le savez. Donc, c'est vrai que le bâtiment était l'un des premiers à se remettre au travail post-confinement. Et tous les chantiers ont repris, une grande majorité des chantiers a repris. Maintenant, les décisions qui n'auraient pas été prises pendant cette période de confinement verront leur impact plutôt dans 2-3 ans ou un petit peu donc plus. Donc, ça décale l'effet positif. Alors, quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette crise du Covid, du confinement, des nouveaux modes de vie personnels, professionnels ? Alors, les plus grandes tendances que l'on voit aujourd'hui, mais il est difficile de dire si elles vont vraiment se réaliser dans les mois ou dans les années à venir, c'est un vrai impact sur le résidentiel, c'est-à-dire beaucoup d'habitants, puisqu'on parle de l'utilisateur final, beaucoup d'habitants ont, pour certains d'entre eux, souffert pendant cette période de confinement et aspirent à avoir plus d'espace, plus d'oxygène, plus d'extérieur. Donc, est-ce que ça va générer un transfert de l'hypercentre-ville vers la périphérie ? Point d'interrogation, mais c'est en tous les cas, je ne pense pas que ce sera aussi fort que prévu. Pour 2 raisons. D'une part, parce qu'on oublie vite, même si on dit le monde de demain, etc., mais on oublie vite. Et deuxièmement, force est de constater que l'économie est quand même pas au plus haut, que les emplois sont dans certaines industries et dans certains secteurs menacés, que je ne suis pas sûr que tout le monde prenne le risque. Les décisions d'achat ne vont pas se déclencher tout de suite. On lisait des points de vue de notaires, par exemple, il y a quelques jours, disant que, par exemple, à Paris, les prix ont cessé de monter dans l'immobilier Paris-Centre et en revanche, dans la première couronne, deuxième couronne, ça y est, c'est reparti et ça remonte, c'est vrai ? C'est les premières tendances qu'on voit là post-confinement. Est-ce que tout ça va se confirmer ? C'est une bonne question. Paris, à partir du moment où on est sur des arrondissements et sur des bâtiments, et c'est la deuxième tendance importante, des bâtiments résilients, des bâtiments polyvalents, des bâtiments qui intègrent la qualité de vie, je ne suis pas très inquiet quant à la chute du premier carré. C'est quoi un bâtiment résilient ? Un bâtiment résilient ou une ville résiliente, c'est toute la dimension d'intégrer à la fois la mixité, d'intégrer la dimension développement durable, d'intégrer aussi toute la transformation digitale que j'évoquais tout à l'heure pour que l'usager habite un bâtiment de meilleure qualité. Et qu'il traverse de façon saine les crises. Absolument. Dans l'univers du local professionnel, que ce soit le locaux industriel ou les bureaux, beaucoup de changements, j'imagine. Beaucoup de changements. Alors, un vrai boom de la logistique. Mais on le comprend bien, le retail ayant certaines difficultés. On voit les créations d'emplois là-dedans, donc il faut bien loger les emplois quelque part. La logistique, les data centers, donc tout ce qui est stockage de data. On voit une transformation s'opérer sur l'immobilier de bureaux, mais ce n'est pas forcément une menace extrêmement forte aujourd'hui. C'est juste qu'à la fois, il y a le télétravail qui se met en place dans de nombreuses sociétés, donc potentiellement moins de mètres carrés, mais d'un autre côté, plus de mètres carrés aux collaborateurs.
puisque, mine de rien, on se rend compte Plus de mètres carrés individuels, moins de collectifs. Exactement. Alors, individuel au sens, quand hier vous aviez des open space où vous aviez peut-être 7-8 mètres carrés par personne, aujourd'hui les sociétés sont plutôt en train de regarder le bien-être au travail et mettre un peu plus de mètres carrés pour ces personnes. Sur la conception même des bureaux, vous voyez déjà des changements? Pas tout de suite, vraiment pas tout de suite. Et puis il y avait déjà une démarche qui s'était instaurée depuis pas mal d'années pour mettre beaucoup plus ce que j'appelais tout à l'heure de bien-être au travail, c'est-à-dire d'être en capacité à la fois de travailler mais aussi d'avoir une vie en parallèle du travail au sein du bâtiment de bureau. Donc ça, c'est quelque chose qui risque de s'intensifier. Oui, on dit beaucoup que les énormes espaces de coworking chez Google, Facebook aux États-Unis sont vides aujourd'hui et que le fait d'accumuler des canapés ou des baby-foot partout, ça ne fait pas venir les gens. Hein. Alors, ça ne fait pas forcément venir les gens, et puis à partir du moment où le télétravail est mis en place aussi dans des sociétés comme ça, mais c'est aussi au-delà de la table de baby-foot, mais c'est aussi tout simplement des locaux collectifs de cuisine, de détente, etc., autre que le travail juste. Dans votre salon parisien, vous allez recevoir beaucoup de politiques, des politiques nationaux. Nicolas Sarkozy vient aujourd'hui. Absolument. Pourquoi lui d'ailleurs ? Pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que ça a été un président bâtisseur. Ouais. Le Grand Paris est à l'origine de Nicolas Sarkozy. Les JO 2024, qui sont toujours pas arrivés, mais qui vont générer une vraie transformation du paysage parisien, c'était lancé sous sa mandature. Et il y a un troisième point qui me tient à cœur, c'est que le président Sarkozy est le parrain de la campagne Septembre en Or et de la campagne Guérir le cancer pédiatrique au XXIe siècle. Fondation Gustave Roussy et la campagne Septembre en Or est actuellement et nous sommes dans cette campagne. Exactement. Vous aidez cette campagne. Très bien. D'autres politiques seront là. Oui. Beaucoup de maires de grandes villes. Absolument. Y compris des maires qui ne sont pas considérés comme des bâtisseurs. Hein. Vous aurez quoi? Le maire de Lyon, par exemple? On aura Grégory Doucet, le maire de Lyon, absolument. Mais c'est ce qui nous importait, c'était de faire se rencontrer les acteurs du privé et les acteurs du public, d'avoir des maires déjà installés depuis quelques temps, comme Madame Hidalgo à Paris, des maires européens aussi, Virginia Raggi à Rome par exemple, mais effectivement de donner la parole aux nouveaux élus des dernières élections municipales. Qui ne sont pas des bâtisseurs. Qui ne sont pas des bâtisseurs. Et alors vous allez leur dire quoi? Mais justement, notre objectif, c'est de permettre la rencontre, de permettre le débat et de voir pourquoi à Bordeaux, il y a eu un gel des permis de construire et pour quelles raisons et quand est-ce que ça va reprendre. Grégory Doucet à Lyon, quelle est sa stratégie d'urbanisme et quelle est sa stratégie de la ville de demain pour la ville de Lyon. Même tendance, mais avec des manières de faire peut-être un peu différentes. Et c'est pour ça que plutôt que d'avoir des élus qui venaient quelque part faire un discours de 10 minutes et qu'on applaudissait, l'idée c'est qu'à l'issue de leur présentation, vous ayez à chaque fois 2 ou 3 acteurs du privé, des grands patrons de l'immobilier, qui puissent leur poser des questions très pragmatiques, très pertinentes. Et essayer de leur faire changer d'avis? Je ne sais pas si c'est leur faire changer d'avis, mais en tous les cas, leur faire peut-être prendre conscience de certaines choses ou leur faire peut-être découvrir ou lancer en tous les cas une conversation. Anne Hidalgo est considérée comme bâtisseuse. Elle a fait un projet par exemple de tour triangle, un certain nombre de sujets. Et parallèlement, on voit bien qu'il y a un exode. Un exode, le mot est un peu fort, mais en tout cas, il y a une baisse de la population de Paris, moins 12 000 personnes par an en moyenne, ce qui est absolument considérable. Oui, mais alors, vous me permettrez de ne pas forcément faire de politique aujourd'hui, mais en tous les cas, la ville de Paris a fait un choix. Quand on voit réinventer Paris, réinventer le Grand Paris, tous les projets de la métropole du Grand Paris, même si là c'est au-delà des grands mots, non ce ne sont pas... Les faits, si les gens s'en vont... voilà, ah oui, oui, mais si vous comparez à d'autres capitales européennes, au final, Paris est un peu... original dans son approche puisqu'on prend vraiment que le cœur de ville. Au final, vous allez à Berlin, vous allez à Londres, c'est forcément le Grand Berlin ou le Grand Londres qui est pris en considération. Donc, qu'il y ait des déplacements vers la première, la deuxième couronne, peut-être. En attendant, Paris est fortement regardé par les investisseurs internationaux et tous les projets de réinventer Paris, par exemple, ont été fortement appréciés. Intéressent au-delà de nos frontières. Absolument. Le 17 au soir, quand vous fermerez votre salon, vous saurez ce qui se passera dans les 2 ou 3 prochaines années dans l'immobilier? On aura des premières tendances, on aura des premiers échos et ça nous permettra de préparer évidemment notre prochaine rencontre qui est le MIPIM à Cannes en mars 2021. Le vrai MIPIM? Le vrai MIPIM, qui tiendra à Cannes. Et vous saurez ce qui se passe alors? Vous êtes optimiste, je veux dire. Je suis confiant. Je suis confiant. Optimiste, c'est peut-être très, très exagéré qu'il serait en ce moment, mais je suis assez confiant puisque, encore une fois, la pierre, l'immobilier, même si une classe d'actifs est plus en difficulté, je prends l'hôtellerie par exemple, d'autres classes d'actifs sont en forte augmentation, donc l'une pourra compenser l'autre. Merci Ronan Vespar. Merci à vous.